bienvenue sur Pop in Book, l'émission de la pop culture littéraire. Aujourd'hui, je reçois Bénédicte Coudière. Bonjour. Pour son roman Ce que le destin nous refuse chez Géphir Éditions. Alors, avant toute chose, on va préciser une chose, c'est que Bénédicte et moi, nous avons participé à l'écriture d'un livre ensemble, donc on se connaît déjà un peu, et voilà, c'est des déclarations d'intérêt. Donc, Bénédicte, c'est ton premier roman qui n'est pas une commande. Exactement. Que tu as publié beaucoup de nouvelles. Oui. Et un autre roman qui, lui, était une commande, qui est Anne Radcliffe contre Dracula aux Saisons de l'étrange. C'est ça. Qui était la suite d'Anne Radcliffe contre les vampires. Exactement. Un vieux roman qui a plus d'un siècle. 1853 et qui, lui aussi, a été réédité aux Saisons de l'étrange. C'est ça. Du coup, parce que lorsqu'on s'est rencontrés aux Imaginales, tu m'as dit c'est mon premier roman là qui sort. Par rapport à comment tu l'as abordé celui-là? Alors, on pitchera le roman après, mais là d'abord j'ai envie de venir sur l'avant. Comment en fait le roman a mûri, comment il est arrivé dans ta vie, comment tu l'as vendu. Après on va parler du roman lui-même et après on parlera de tes projets sur l'avenir. Et donc du coup, comment ce roman est arrivé, comment cette histoire est arrivée chez toi? Alors, il faut savoir que j'ai commencé et même terminé en fait l'écriture de ce roman-là avant Anne Radcliffe, en fait. D'accord. Donc, c'est en ça que c'est aussi mon premier, d'une certaine façon, c'est que c'est vraiment le premier projet sur le long cours que j'ai abouti, en fait. Il est arrivé par hasard, comme beaucoup de projets. Moi, à l'origine, tu le disais, je suis plutôt novelliste. J'écris beaucoup de textes courts et j'avais envie de tester, parce que c'est vrai que voilà, un format un peu plus long et de voir un petit peu jusqu'où ça me mènerait. Alors, moi, je suis quelqu'un qui, beaucoup sur les nouvelles, sur ce roman-là aussi, moins par la suite, parce que je me suis perdue en route, qui est le genre de personne qui se pose devant l'ordi et qui se dit « j'ai une idée, on est parti, puis on verra pour planifier pour le reste après ». Donc tu es une jardinière et pas une architecte. Voire même une jardinière du chaos, d'après certaines personnes avec qui j'en ai parlé. Et donc, du coup, je me suis vraiment posée devant mon ordi, j'ai écrit quelques lignes, je suis partie même, j'ai écrit beaucoup plus que quelques lignes, et j'ai construit ce roman n'importe comment. Voilà. Il y a 3 points de vue dans le roman, j'ai écrit le premier point de vue jusqu'au bout, ensuite j'ai écrit le deuxième point de vue jusqu'au bout, après je me suis dit, quitte à avoir fait ça, autant écrire le troisième point de vue jusqu'au bout, et après de faire des découpages et du puzzle pour les entremêler et pour essayer de faire un truc un peu plus construit et que ce soit pas 3 fois la même histoire d'un point de vue différent, même s'il y a beaucoup de différences dans les chemins des personnages. Et après, j'ai pas été satisfaite du tout, j'ai supprimé la moitié du roman, donc à peu près 250 000 signes, et j'ai recommencé. Ah oui, non, du chaos, carrément. D'accord. Nous, on a même eu plusieurs fois les cas ici d'autrices qui nous ont dit « Ah, moi, j'ai carrément supprimé totalement et je suis reparti à zéro ». Alors, je suis pas repartie à zéro parce que le tout premier point de vue que j'ai écrit était un point de vue, c'est celui de Ariane et Oriane, dont on parlera donc tout à l'heure, et c'est l'un des points de vue qui me tient le plus à cœur. Ça se sent. Ouais. Et c'est celui sur lequel je n'ai fait que des corrections, où j'ai pas supprimé de passages entiers, alors que des personnages comme Sanyakta a été complètement réécrit plusieurs fois. D'accord. Et c'est marrant que tu parles de chaos et de manque d'organisation quand on connaît un peu le pitch de l'histoire. Et c'est là où on va venir sur l'histoire. Donc, ce que le destin nous refuse, c'est pas un univers de fantasy, c'est un univers alternatif, mais il y a quand même un niveau technologique qui est plus proche du nôtre que du Moyen-Âge. On va dire que même s'il y a de la magie. C'est plutôt de la fantasy de la Renaissance. Si on doit le cadré dans une époque qui existe, avec des principes qui viennent de l'Antiquité et une technologie un petit peu futuriste sur certains aspects. L'idée, c'était de faire de la fantasy principalement parce que j'avais envie d'y insérer d'autres contraintes que celles que le monde actuel nous impose, en fait. Et donc, je voulais pas faire de la SF pour ce roman-là et que je voulais pas faire du contemporain non plus. Et donc, dans cet univers-là, en fait, il y a, tu disais comme principe antique, il y a un tirage au sort pour les fonctions. Et on suit, en fait, il y a 3 points de vue. Il y a un esclave qui a perdu son identité, qui mène une quête de reconstruction et de
réappropriation de lui-même, une femme qui, du coup, se retrouve grâce au tirage au sort lié à un destin particulièrement compliqué, très Machiavel, on va dire, oui. Et ensuite, le point de vue d'une étrangère sur cette civilisation-là. Et donc, voilà, le pitch, c'est quand même le chaos et le hasard jouent un rôle prépondérant dans ton histoire. Est-ce que c'est vraiment du hasard? C'est toute la question. J'ai pas forcément envie de rentrer plus en détail parce qu'il faut que les gens aient envie de lire. Non, mais bien sûr, mais c'est aussi toute la question. Mais oui, on suit ces 4 personnages, dont 2 sont liés, à la recherche en fait d'eux-mêmes, de leur famille et de leur identité en fait, dans ce monde qui ne les comprend pas et que eux ne comprennent pas non plus. Certains le comprennent encore moins que d'autres. Oui. Voilà. Et donc du coup, cette idée du tirage au sort, cette idée d'aller contre le destin, parce que mon livre s'appelle Ce que le destin nous refuse. Donc on sent bien qu'il y a une idée de vengeance ou pas forcément de vengeance, mais plutôt une idée de libre arbitre en fait. C'est plutôt une idée de reconquérir son libre arbitre et d'essayer d'être soi en fait, surtout quand la société ne le permet pas. Et donc du coup, ça vient d'où ça chez toi? Parce que tu dis que tu as une idée, tu la développes, mais cette idée, elle est née comment? Comment est née cette idée de faire appel à ce tirage au sort, à faire appel à cette thématique du libre arbitre et de la lutte pour récupérer son libre arbitre et contre le déterminisme? Alors, pour tout ce qui est tirage au sort, donc moi j'ai une formation d'historienne et d'historienne de l'art. Et j'ai une période qui m'a particulièrement intéressée et qui me passionne particulièrement, c'est l'Antiquité. C'est l'Antiquité grecque, romaine, mésopotamienne, enfin toutes les antiquités en fait, et principalement les mythes et les légendes. Mais du coup, ça m'a semblé... En fait, j'en ai marre du système d'élus. Je voulais écrire de la fantasy, mais j'avais pas envie d'un élu, j'avais pas envie de chevalier, j'avais pas envie de tous ces clichés-là pas qui s'imposent, mais qui s'émissent un petit peu dans ta façon de penser, de concevoir certaines histoires à partir du moment où on dit qu'on a envie de faire de la fantasy. Et je me suis dit, ok, on va aller chercher ailleurs. Qu'est-ce qui pourrait être cool, sachant que oui, il y a une intrigue politique un petit peu, mais je voulais une part de hasard quand même. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est plus hasardeux qu'un tirage au sort? Tu peux le manipuler, tu peux le modifier, tu peux le truquer. Et c'est là où ça devient d'autant plus intéressant, c'est-à-dire que c'est pas une élection, c'est un tirage au sort. Et donc du coup, déjà t'as pas besoin de faire campagne. Et ça, c'est bien. Parce que rajouter des discours de ceci, non, voilà. Mais tu peux vraiment... c'est aussi la citation de je sais plus quel auteur que Dieu joue au dé, en fait. Einstein. Voilà, merci. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Voilà, mais là, il avait envie, en fait. Et moi aussi. Et donc, du coup, d'une certaine façon, le tirage au sort était un moyen assez esthétique, d'une certaine façon, d'amener les choses, qui pouvaient permettre des manœuvres en coulisses, qui pouvaient permettre en fait, de donner à Oriane, qui n'a, dans d'autres circonstances, aucune opportunité d'avoir une fonction avec des obligations politiques, etc. Dans aucun autre système, elle aurait eu en fait ce rôle-là. Et le tirage au sort m'a permis de la mettre dans cette situation-là. D'accord. Donc, du coup, cette idée, elle t'est venue comme ça. Comment tu as réussi en fait à aller au-delà? Parce que tu l'as dit toi-même, tu es une habituée du format court. Le format court, c'est un format où on a une idée, on la développe, on a une chute. Et on ne cherche pas forcément à aller au-delà de cette idée, on ne cherche pas forcément à construire quelque chose autour. Qu'est-ce qui, là, en fait, a fait que tu as dépassé, on va dire, la prémisse, la promesse, et que tu as construit autour tout ce truc-là? Qu'est-ce qui, dans ce thème-là, dans cette histoire-là en particulier, a fait que tu as dépassé, ce qu'on l'a pas dit, mais Anne Radcliffe contre Dracula est un roman très très court. Oui, il doit faire 110 pages, 120 pages. Alors, le truc, c'est qu'en termes de pages, j'en sais rien. Parce que je sais en termes de taille de fichier, il fait 150 000 signes. Celui-là, en fait 350 000. Voilà. Le double. Ouais, même un peu plus. Anne Radcliffe est classé en novella. Donc petit roman, pour faire simple. Et il était beaucoup plus pulp, et donc beaucoup plus... on s'embarrasse moins des détails, et on part dans le rebondissement, on part dans le pulp, etc. que celui-là.
Ce qui a fait faire que ça, c'est un roman, c'est principalement parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai écrit tous les points de vue les uns à la suite des autres. Et le point de vue d'Oriane et d'Ariane, le premier, parce qu'il y a eu des corrections, a fait très très vite 150 000 signes. Oui. Voilà. Il aurait pu faire une novella. Il aurait pu faire une novella à lui tout seul, sauf que je me suis rendu compte en l'écrivant qu'il se tenait pas tout seul. Tout simplement parce que on est vraiment un point de vue interne. C'est en fait chaque personnage a sa narration propre et sa façon de s'exprimer. Donc Oriane et Ariane, on est du point de vue de Ariane qui est liée par l'esprit à Oriane, qui est celle qui a été tirée au sort et qui a des difficultés mentales qui fait qu'elle ne peut pas en fait avoir de fonction politique. À partir de là, elle est liée à Ariane et toute la narration est faite au tu et c'est Ariane qui parle à Oriane et qui lui dit tu fais ci, tu fais ça, enfin de façon un peu plus élégante que ça. Et en fait, ce type de narration-là, dans un premier temps, ne m'a pas forcément permis de développer l'univers et de l'expliquer aux gens en fait. Et en relisant cette partie-là, je me suis dit il manque un truc, il manque l'univers en fait, il manque des clés de compréhension qu'on peut pas avoir en fait avec ce type de point de vue là et j'ai eu mes autres personnages qui se sont imposés d'eux-mêmes et leur narration s'est aussi imposée d'eux-mêmes. L'esclave qui s'appelle puisqu'il ne fait qu'un, qu'il se considère comme un outil, lui a une narration très 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 distanciée parce qu'étant donné qu'il se considère comme un outil, il n'a pas de sentiments, il n'a pas de, enfin voilà, il regagne peu à peu son humanité, mais à l'origine voilà. Et Sani Akhta, l'étrangère, elle, c'est plutôt un espèce de carnet de voyage de la découverte de ce continent qu'elle ne comprend pas et sur lequel elle vient chercher sa famille. Et à partir de là, on a vraiment les trois points de vue qui se complètent pour donner un tableau un peu plus conséquent de ce qu'est cet univers-là et qui permet de le comprendre. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'avec uniquement le point de vue d'Ariane et d'Oriane, on puisse avoir suffisamment de clés pour pouvoir comprendre l'univers. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai eu un énorme problème avec ce roman sur la fin. Alors, pas sur la fin actuelle, mais sur la fin comme moi je l'ai conçue. Parce que, comme je suis novelliste, et que dans les nouvelles, on a plutôt l'habitude d'arrêter à un certain moment, surtout sur une chute ou autre, et de vous dire, démerdez-vous, imaginez, ou on va vous laisser sur cette impression forte. La fin n'était pas du tout au même endroit. D'accord. Et donc Et je me suis fait insulter. Mais par ton éditeur? non, parce que mon éditrice n'a pas eu cette version-là. Je me suis fait insulter par mes bêta-lecteurs qui m'ont dit alors par contre, c'est un roman, tu peux pas t'arrêter là. Faut faire un truc, tu peux pas t'arrêter là. D'accord. Et donc du coup, t'as mis combien de temps à trouver cette fin? Parce que tu dis que tu as eu un problème. Donc ça a été compliqué parce que du fait d'avoir l'habitude de bosser sur des nouvelles, j'étais là en mode ouais, mais je raconte quoi après? Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impression que ça vous laisse de cette fin-là, en fait. C'est pas l'après, en fait. Enfin, tant pis. Et donc, il y a eu beaucoup de versions de la suite. On va dire des 100 000 derniers signes. Il y a eu beaucoup de versions différentes. La fin actuelle est celle qu'on a travaillée avec mon éditrice. Parce que pareil, il y a eu d'autres versions. Il y en a eu 4 ou 5 en vrai, des derniers. La dernière partie, il y en a eu 4 ou 5 versions du dernier ou des 2 derniers chapitres parce que je savais pas dans quelle direction aller, je savais pas quoi faire. Il y a eu des versions ultra glauques, il y a eu des versions beaucoup plus soft, il y a eu des versions très très expéditives. Enfin, il y a eu plein de versions différentes avant que j'en trouve une qui me satisfasse à peu près et que mon éditrice m'a dit c'est bien. Mais en fait, c'est beaucoup trop négatif. Faut trouver un truc qui soit un peu plus positif pour un des persos parce qu'il faut faire un truc. Ah oui, t'as eu envie de faire mourir tout le monde. Pas loin. Pas loin. On va dire que l'un des problèmes de la fin, tel que je l'ai soumis à mon éditrice à l'origine, c'est que l'un des personnages n'évolue pas. Oui, ce qui est un peu problématique sur un roman, puisque ça fait justement partie de... Enfin, il évolue, mais il finalement retombe à la situation initiale, en fait. Et ce qui est problématique, ce qui satisfait pas les lecteurs, en fait. Non. Donc voilà.
Et du coup, alors maintenant, alors tu l'as fini il y a combien de temps de l'écrire? Alors, je l'ai fini de l'écrire en début 2019. Donc là, on est fin 2022, donc ça fait presque 3 ans. Oui. Avec le recul, maintenant, tu as quel regard sur cette aventure? Quand je parle d'aventure, je ne parle pas forcément de ce qui se passe dans les péripéties du livre. Je parle de cette aventure d'écriture et d'édition. Alors, j'ai fini de l'écrire fin 2019. Les corrections éditoriales, par contre, ont eu lieu cette année. Voilà. Donc, alors, ce qui était un gros plus, parce que je redécouvrais mon texte. Donc, il y a moins cet effet de lassitude de retravailler encore et encore et encore le même texte, parce que là, je l'avais laissé en pause pendant quasiment 2 ans de soumission, d'envoi, d'abandon aussi à certains moments. Et c'est une super expérience. Par contre, c'est extrêmement formateur, donc j'ai énormément appris aussi. J'ai énormément appris dans la façon dont je vais travailler les prochains. J'ai énormément appris dans la façon dont mon rapport à l'écriture, en fait. Dans mon rapport à certaines phases, parce qu'il y a beaucoup plus, comme le volume est plus conséquent, il y a plus de corrections éditoriales qu'il y en a eu sur tous mes autres textes réunis. Et on a bossé d'une certaine façon avec mon éditrice qui est exceptionnelle sur le sujet. Et du coup, c'est vrai que c'est très très formateur. Je pense, après on verra par la suite, mais je pense aussi que chaque roman s'écrit et se corrige et s'appréhende différemment en fait, en fonction du sujet, en fonction de la taille, en fonction du moment auquel on l'écrit. Mais en tout cas, c'est une expérience super formatrice et puis j'ai envie de recommencer. Donc, c'est qu'à un moment... Tu l'as bien vécu. Ce qu'on n'a pas dit sur toi, c'est qu'en fait, l'écriture, c'est quand même une bonne partie de ton métier au quotidien, parce que tu es journaliste. C'est carrément mon métier, en fait. Ouais. Oui, parce que tu es aussi enseignante. C'est pour ça que j'ai... Ouais, mais j'écris mes cours. Voilà. Donc, l'écriture, c'est... Ouais, donc, tu es journaliste spécialisée en pop culture. Ouais. Et tu es enseignante en... Jeux vidéo. Jeux vidéo, voilà. Histoire, si c'est pas et je fais des cours d'histoire et culture du jeu vidéo. Ouais. Voilà. Parce que mes sujets en pop culture pour le journalisme, c'est la bande dessinée, pour laquelle je suis spécialiste depuis plus de 11 ans maintenant, et le jeu vidéo. Voilà, donc, l'écriture, c'est quand même quelque chose que tu maîtrises. Donc, faut aussi mettre ça en contexte par rapport à tout ce que tu nous as dit précédemment sur... donc, tu es novelliste qui a énormément publié. Tu as même eu un prix récemment. Oui, j'ai eu le prix Rognéné de la nouvelle en 2022 pour Mécanique en apesanteur. Voilà. Donc voilà, c'est quand même... ton clavier, tu le connais bien. Ce que je veux dire, c'est que... Oui. On dit souvent, et quand on a reçu quand on a reçu Bernard Werber, que l'écriture est un muscle qui se travaille. Toi, tu fais quotidiennement tes workouts. Ouais, c'est un peu ça. Après, l'écriture journalistique et l'écriture de fiction est très très différente. Et c'est là où je voulais en venir. Tu es arrivé pile là où je voulais en venir. Du coup, la grande différence entre les deux, pour toi, elle se situe où? Dans la façon dont tu délivres l'information. Dans un article de presse ou dans une review de livre, de jeu ou dans un test ou dans ce que tu veux, tu fais pas de suspense. En fait, les règles de l'écriture journalistique, c'est grosso modo... Alors, ça dépend pour qui t'écris, ça dépend pour quel média, ça dépend de la ligne éditoriale du média, etc. Mais en gros, il faut que l'information elle soit claire, accessible rapidement. Pour les articles de presse, de quotidien, etc., on dit même qu'il faut que toutes les infos soient contenues dans le premier paragraphe et que la suite ne soit que de l'étoffage, enfin vraiment de prendre la place pour vraiment... Voilà, le développement, excuse-moi. Et du coup, tu donnes pas du tout l'information de la même façon. T'as pas les mêmes tournures de phrases, t'as pas les mêmes façons. Enfin, dans un roman, je peux me permettre d'avoir une écriture un peu plus poétique, de faire des phrases extrêmement longues si j'en ai envie. Dans l'écriture de presse, il vaut mieux pas trop parce que tu perds ton lecteur très très vite. Et il faut que l'information soit claire, simple, accessible. Donc c'est pas du tout le même exercice. Alors, ça entraîne, ça forme. On tape de plus en plus vite et les idées viennent de plus en plus rapidement. Après, moi, si je passe la journée à faire des articles de presse et que j'écris après, ça va se voir. Et les premiers mots que je vais écrire je veux pas. Les premiers paragraphes, les premières phrases, ça va pas être de la grande littérature, on va dire. Donc, il faut le temps que mon cerveau se recalibre en mode ah oui, c'est vrai, on fait plus de la presse, on fait l'autre. Mais oui, c'est pas du tout le même exercice et c'est super intéressant aussi. Et tu dirais que pour
pour le même nombre de mots, c'est plus compliqué d'écrire donc un roman que d'écrire de la presse? Bah déjà, il y aura pas le même nombre de mots en fait. Oh, oui, non, mais Tout simplement. Non, mais tout simplement que la presse, ce sera forcément plus court. Tu vas pas faire en Non. presse, ce sera forcément plus court, ou alors ce sera, si c'est des grands, je pense notamment au travail sur lequel on a collaboré ensemble, c'est ça. ça va être des articles avec des thématiques fortes qui vont être donc ça va être un gros livre, mais scindé en plein de thématiques différentes, donc en plein de petits articles au final qui vont pouvoir se prendre indépendamment. Et du coup, l'écriture va pas être la même. Voilà. Tu fais pas et puis tu gères pas ton suspense de la même façon. Il n'y a pas de suspense dans un article de presse, hein, clairement. Ah, je pense que le true crime, il peut y avoir du suspense là-dedans. Oui, il peut y avoir du suspense. Après, ça dépend aussi de la façon dans laquelle tu l'écris, parce que dans le panorama de la presse, les articles les reviews judiciaires, voilà, Oui, pardon. les faits divers. Les faits Ou les non, chroniques judiciaires. Voilà, les chroniques judiciaires ne s'écrivent pas non plus de la même façon qu'un autre article, parce que justement, comme c'est du jour le jour, en fonction du procès qui est en cours, etc., là, tu peux donner un peu de suspense, tu peux faire « Et que va-t-il se passer demain ?» Ce genre de choses que tu peux pas faire dans d'autres articles. Mais c'est une frange très particulière de l'écriture de presse. Et, du coup, qu'est-ce qui t'a fait... Donc, tu as commencé en étant journaliste, c'est ça? Ah non, Non, je suis autrice depuis plus longtemps que je ne suis voilà, journaliste. c'était là où je voulais en venir. C'est lequel est arrivé en premier, en fait? À l'écriture de fiction. D'accord. Ma première nouvelle a été publiée en 2009. Mon premier article de presse a été publié en 2011. D'accord. Et du coup, comment t'as fait le pont entre les deux? Qu'est-ce qui opportunité, envie de vivre juste Par d'écrire? hasard. Par hasard. C'est un énorme hasard. Je suis arrivée... Alors, à l'origine, j'étais en région parisienne. Et je suis arrivée à Bordeaux en 2011. Et comme quand tu arrives dans une ville pour tes études, machin et tout, à un moment, il faut bien manger, il faut bien payer le loyer, etc. Et donc, je cherche des petits boulots. J'arrive à Cap-Science, à Bordeaux, où je rencontre une nana qui me dit « Ouais, mais t'aimes bien la BD, machin et tout. » Oui, je lis beaucoup. « Ah, mais si ça... Enfin, moi, je bosse pour un magazine de BD, on écrit des chroniques et tout. L'avantage, c'est que tu payes pas les BD et puis tu peux écrire dessus. Et puis après, voilà. Ouais. Bah écoute, oui, j'ai mes après-midi, j'ai du temps, voilà, emmène-moi, voilà. » Et donc j'ai débarqué là-bas, et donc à la Vie des Bulles, à la rédaction de la Vie des Bulles. En effet, il y avait des tonnes et des tonnes de livres. Oh, la caverne d'Ali Baba. Je sais pas si vous voyez cette case de Gaston, où il est perdu dans les bouquins. Et bah c'était exactement ça en fait. C'était exactement ça, et j'étais là en mode, c'est le paradis. Je vais rester ici toute ma vie. J'y suis toujours. Et donc, du coup, j'ai commencé à bosser avec eux en tant que bénévole dans un premier temps. Et alors là, honnêtement, là, je me suis foutu un petit peu de manger ou boire, on s'en fout. Mais j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai continué avec cette expérience-là. Je suis allée voir d'autres médias, je suis allée voir d'autres sites internet. Voilà, j'ai saisi les opportunités quand elles se présentaient. Et voilà, je n'ai pas, par contre, de formation de journaliste. Mais on est nombreux, en fait, à ne pas avoir de formation de journaliste en pop culture, en culture de façon générale. Parce que c'est aussi des analyses issues d'autres formations qui sont intéressantes. Moi, je suis historienne de l'art, en fait, de formation, sur de la BD, sur des images. C'est super intéressant d'avoir cette autre vision-là aussi, quoi. Et de façon générale, beaucoup de journalistes ne sont pas reconnus comme ayant eu des formations, puisqu'il y a peu d'écoles de journalisme qui sont reconnues. C'est vrai, c'est Voilà, vrai. Il y en a une chouette à Bordeaux. Mais oui, je sais pas, je sais plus combien il y a d'écoles au total, mais il doit y avoir un pourcentage, 10% max, qui doivent être reconnus au point de vue national. Ouais, non, il y en a pas beaucoup. Après, étant rentrée dans ce métier-là par la petite porte, je me suis pas trop intéressée aux études parce que j'étais déjà dans d'autres études et j'étais déjà installée entre guillemets comme journaliste. Donc voilà, mais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le saut formation de journaliste, même beaucoup de gens qu'on voit quotidiennement sur des plateaux ou mener des interviews ont des formations qui ne sont déjà pas reconnues par le reste du métier. Donc la légitimité, elle est dans ce milieu-là, elle est un peu, c'est un truc spécial en fait. Oui, tu l'as plutôt au nombre d'articles que tu as écrits, aux médias pour lesquels tu as bossé, etc. en fait, de base. Donc. Et donc du coup, pour revenir à ce qui nous intéresse le plus, qui est l'aspect littéraire
ta carrière. Donc là, tu as publié Ce que le destin nous refuse. Et j'imagine que tu dois avoir des projets ou au moins des envies. Donc dans l'immédiat, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu as des nouvelles qui doivent sortir bientôt? Alors, j'ai une nouvelle qui est parue dans l'anthologie Malpertuis, la dernière. Les dernières. C'est la Donc dernière, dans c'est la la 13. 13, mais j'en ai une dans la 12 aussi, Oui. et une dans la 11. Et en fait, on peut remonter assez loin, puisque ma première publication chez Malpertuis, c'était pour la 3. Et là, ils viennent de sortir la 13. Voilà. Alors, entre-temps, il y en a certains auxquels j'ai pas participé, mais globalement, voilà. Qui est sorti en septembre, qui est sorti qui est quasiment sorti le même jour que le roman, d'ailleurs. C'était très, très drôle. Et j'ai d'autres nouvelles qui vont paraître. Pour l'instant, j'attends les signatures, ceci, cela. Oui, mais il y en a d'autres qui vont sortir. Il y a des articles, hein, forcément, qui vont sortir dans différents médias, etc. Là, j'ai un article sur Utopie et dystopie dans le M42 du Bordeaux Geek Fest. C'est vrai que tu participes au Bordeaux Geek Fest. Je participe au Bordeaux Geek Fest. Là, le thème de cette année 2023, c'est Utopie-dystopie. Comme depuis 2 ans, enfin c'est la 3e année où ils sortent le M42, qui est une espèce de gros MOOC avec plein d'articles dedans. Je suis dedans, donc le financement participatif est en cours au moment où on enregistre cette interview. Et donc, je suis à l'intérieur. Il n'est pas impossible qu'on me voie au Bordeaux Geek Fest, de toute façon. Bah, t'es le local de l'étape. Ah oui, non, mais moi, oui, en plus, donc oui. Et j'imagine que t'es aussi à Hypermonde. Alors, Hypermonde, ça dépend des dates. Oui. Puisque cette année, je n'y étais pas parce que ça avait lieu en même temps que les Aventuriales. Aventuriales, qui est un festival à côté de Clermont-Ferrand, à Ménétrol, où est sorti mon roman. Donc, ça a été un petit peu compliqué de faire les deux. Je n'ai pas encore le nom d'ubiquité. C'est dommage. N'est-ce pas? C'est ça. Pour écrire 2 fois plus. Ouais, certains diraient qu'il faudrait que je dorme à un moment, mais c'est un mythe. C'est surfait. C'est ça. Et donc voilà, pour le reste, je travaille sur différents projets, notamment des projets de romans, parce que c'est cool, les romans. Voilà. Finalement, tu y as pris goût. Alors, j'en ai jamais douté, hein, en vrai. Hein. C'est juste qu'à force de faire des textes courts, ça faisait un peu peur, la montagne à gravir, quand t'as l'habitude de gravir des collines. Il y a un moment, voilà. Et donc, du coup, maintenant que je les gravisse, j'ai envie de faire, on recommence. Allez. Donc... Oui, t'es pas comme ceux qui escaladent le mont Fuji, qui vomissent tripes boyaux sur le chemin et qui disent non, plus jamais. Non, moi je suis celle qui a probablement vomi tripes boyaux sur le chemin, mais qui n'a pas de mémoire. Donc il va recommencer. Après, on a quelques questions un peu traditionnelles ici. Comme tu as pu le constater, on est dans un studio de musique. Oui. C'est quoi, toi, ton rapport avec la musique et ton écriture? Est-ce que tu as besoin de silence? Est-ce que tu as besoin d'écrire de musique autour de toi? Alors, c'est très, très, très drôle que tu me poses la question. Non, moi, j'ai pas besoin de silence. Le silence m'angoisse. Donc, je peux pas écrire dans le silence. Ce roman a été écrit en musique. Ouais. T'as une playlist? Ou Ouais. c'était totalement par hasard? Non, il y a une playlist. Ce roman a été écrit avec le groupe de métal finlandais Triosphère. D'accord. Et avec leur album The Road Not Taken. Voilà. Qui a très, très, très fortement inspiré le bouquin, surtout quand on lit les paroles de la chanson et quand on lit le roman. D'accord. Voilà. Alors moi, je connais pas du tout. Donc, écoute, t'écouteras à l'occasion. Toi qui as lu le roman, t'écouteras à l'occasion. Ça marche. Et donc voilà, non, j'ai un rapport très très fort à la musique. Il faut, de toute façon, moi je ne peux pas travailler s'il n'y a pas de bruit dans l'environnement dans lequel je suis, en fait, parce que j'arrive pas à me concentrer. Ce qui est assez contradictoire. Mais ouais, moi j'adore la musique. J'étais à un concert pas plus tard que samedi dernier, donc. Et c'était quoi? C'était Sonata. D'accord. Artica à Nantes. Et c'était beaucoup trop cool. Mon instinct me dit que t'es allé voir aussi à Bordeaux. Je ne vois absolument pas pourquoi tu me dis ça. N'est-ce pas? Faune à Bordeaux, c'était vraiment génial. Je les avais vus à Trolls et Légendes aussi cette année. J'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Après, j'écoute aussi beaucoup de chaînes Twitch qui font de la musique. Ah. Je crois que j'en connais une ou deux. Oui, puis on connaît les mêmes, donc c'est ça qui est bien. C'est ça. Parce que ouais, il me faut de l'interactivité, il me faut quelque chose qui soit autour. C'est pour ça que, alors pas là parce qu'il fait froid, mais ça m'arrive d'aller écrire dans des cafés ou quoi que ce soit.
Mais oui, après, je suis très, très métal symphonique, power metal, ce genre de rock un peu violent, ce genre de musique-là. Ou alors des OST de jeux vidéo. Parce que mine de rien, quand on veut écrire dans un univers spécifique et que y a des jeux complets qui se sont déjà cassés la tête à faire des OST avec des musiques qui cadrent avec l'univers, pourquoi aller chercher ailleurs ? Non, c'est sûr. Voilà. C'est déjà tout prêt. C'est ça, c'est déjà tout prêt. Ou alors des trucs étonnants. Le mois dernier, j'étais en concert pour aller voir Godspeed You Black Emperor, qui est un groupe Alors c'est un groupe utopiste canadien. Je connais un peu. J'ai été très très étonnée de me dire que le prochain roman, ce sera probablement avec certaines de leurs musiques. Parce qu'il y a un truc, il s'est passé un truc. Tant mieux, très bien. Si la création se nourrit toujours de rencontres, oui. Des fois c'est improbable. C'est ça, toujours. Et du coup, moi j'aime bien aussi poser cette question, c'est est-ce que tu as un petit rituel quand tu finis un bouquin ? Est-ce que tu fais 3 tours sur toi-même avant d'appuyer sur la touche envoi, ou tu vas au resto, ou au contraire tu vas vomir tripes et boyaux Non, il y a toujours un moment de sidération en fait, d'une certaine façon, en mode ah mais j'ai fini ? Ah merde, je fais quoi maintenant ? Mais en gros, non, je fais un câlin au chat et puis c'est reparti. Je laisse passer un jour ou deux, de toute façon. De toute façon, avant d'envoyer, je laisse passer un jour ou deux parce que c'est comme tout texte, tout ouvrage qu'on fait, toute pièce d'art, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que y a le moment où tu finis, il y a l'euphorie du moment de te rendre compte que t'as fini, il y a l'état de sidération, entre guillemets, en mode ah mais là c'est fini. Et après il y a le moment où faudrait peut-être que je relise parce que si ça se trouve j'ai écrit n'importe quoi. Et il faut toujours avoir un peu de recul. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Et donc du coup généralement je laisse passer un jour ou deux. Je relis. Là je me dis ok c'est bon cette fois c'est fini. Et après soit si c'est des nouvelles, généralement les nouvelles je les envoie. Alors souvent je les envoie directement. Sinon je les envoie à mes bêta lecteurs et après je leur dis maintenant c'est à vous. Démerdez-vous. Très bien. Merci pour tout, Bénédicte. Merci de l'amitié que tu nous as fait de venir depuis Bordeaux ici. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. On te recroisera sûrement dans les allées de Écho et Merveille, que ce soit l'édition musicale, d'après ce que je comprends, ou par l'édition littéraire, puisque tu seras des nôtres. Et puis, je vous dis donc au mois prochain, avec un invité totalement différent, dont j'ignore totalement l'identité. Non, c'est pas vrai. Je sais très bien qui c'est. Et sur ce, merci beaucoup. Et à la prochaine fois. Merci, au revoir. Ciao. Au revoir.